Salut tout le monde! Et ta Phil est en forme? Ouais, ben j'ai dormi 11 heures. C'est ce qui m'énerve. Hey, on peut même plus dormir. T'es vraiment une grosse tâche. Tu trouves? Non, mais de dire ça, c'est tellement une forme de violence pour ceux qui dorment pas ou peu. C'est pas moi qui vous empêche de dormir. C'est qui? La société. C'est Jean Charest. Je rentre maintenant à la maison et je vous remercie de ce privilège. Bon, Et le capitalisme en général. oui. Mais oui, je vais super bien. Et toi, comment tu vas? Ça va bien. C'est une grosse semaine. On est juste mercredi, mais c'est une grosse semaine. Ça existe-tu encore les petites semaines? Non. En même temps, tu sais quoi? Moi, je travaille pas pour personne. Tu travailles pourquoi d'abord? Je travaille pas. Tu trouves pas que c'est du travail ce qu'on fait? Oui, mais on dirait que j'aime pas ça framer ça de même parce que ça me tente pas de travailler. Fait que si je commence à voir ça comme du travail, je le ferai pas. Je vais genre coller malade. Colle pas malade, s'il te plaît. Veuillez raccrocher et composer de nouveau. Puis c'est tellement comme, je sais pas, là, gangréné dans la société, là, cette idée-là qu'il faut travailler, sinon on n'a pas de valeur, puis il faut travailler pour les autres, puis il faut montrer qu'on passe du temps, puis que c'est tough, sinon on mérite pas notre salaire. Puis comme tout ça, c'est des idées dont je veux pas. Dont je veux me débarrasser. Oui, c'est de la job dans le sens, je dis pas que ça me prend pas de temps puis que je mets pas d'énergie là-dedans, mais j'ai pas envie de voir ça comme du travail, puis j'ai surtout pas envie de voir ça comme je travaille pour quelqu'un, même si ce quelqu'un-là, c'est le public. Ouais. Mais je suis contente en maudit qu'on ait 3-4 000 personnes par semaine qui nous écoutent. Il y a C'est fou. 3-4 000 personnes par Hey, semaine. c'est plus qui que écoutent? Cube Radio en un an. That's true. On a peut-être des haters aussi, j'espère. Qu'il y a des gens J'espère qui qu'on nous a des écoutent puis qui haters. ragent. Tu sais, imagine là, du monde avec des chars qui ont des stickers Radio X là, qui nous écoutent en criant tout le long. On est plus proche des gens de Radio X que de la bourgeoisie radio-canadienne. Ça, c'est vrai. Dans nos conditions matérielles et dans notre Non, non, rage. ils font de l'argent, eux autres, Ouais, quand c'est même. vrai. C'est surprenant, là, mais quand tu acceptes plein de commanditaires, tu peux quand même faire plein d'argent. Là. C'est true. De quoi tu nous parles ce matin? Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine, Philippe? Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pas marqué cette semaine? Cette semaine, il y a eu beaucoup d'élections. Ouais. Il y avait des élections à Montréal. Encore une fois, zéro surprise. Parti des propriétaires sionistes est rentré. I called it. Mais en même temps, c'est encore une fois les indécis qui ont gagné. Bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est vous qui avez gagné. Puis de l'autre côté de la frontière, il y avait aussi l'élection à New York de la mairie qui a quand même retenu l'attention de tout le monde. Et c'est finalement Zoran qui a remporté. My friends, we have toppled a political dynasty. Sans grande surprise non plus, c'était quand même lui qui était vraiment mis de l'avant. Puis je pense qu'il y avait une grosse vague quand même là, d'intérêt des Il y électeurs. a 43 des gens qui ont voté pour l'agresseur Cuomo et Ouais. 54 pour... c'est quand même un gros gap. Là, Oui. peu. En fait, c'est un peu le même gap qu'il y a eu ici entre Soraya et le Crabouin. Ouais. C'est juste que là, c'était une course vraiment inintéressante. Mais je pense que autres aussi, par exemple, leur taux de participation était relativement bas, là, quand même, me semble, dans les 40%. Puis, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Là. C'est pas la première fois que j'en parle, mais à chaque fois, après les élections, de toute façon, personne n'est jamais content du résultat. Puis c'est. Ça, c'est un 100%. problème. Là. Oui, mais c'est 100% normal, considérant qu'il n'y avait aucun des choix qui était fondamentalement super intéressant. Fait qu'on est toujours dans une logique de voter pour le moins pire, pas diviser le vote, aller vers... Fait que là, on est toujours pris un peu entre A et B, puis peu importe qui de A ou B rentre, on n'est pas content. Puis là, je vois le lendemain des élections, beaucoup de gens disent, tu sais, ça n'a pas d'allure, sortez voter, mais en même temps, sortez voter pour qui? Vote for Pedro. Vote for Pedro. Vote for Pedro. Vote for Pedro. Tu sais, s'il n'y a pas de choix intéressant, puis qu'il y a beaucoup de gens, parce que tu sais, quand je pense, Montréal, c'était quoi le taux de participation? C'était genre 30%? Il y a une personne sur 10, en fait, qui a voté pour Soraya. Puis là, dans les faits. il faut quand même... Tu sais, 70% de la population éligible au vote qui va pas voter, c'est quand même intéressant parce que je pense pas que 70% de la population est un communiste fini. Mais je pense qu'il y a quelque chose à réaliser. Être indécis, c'est pas juste comme paresser puis pas y aller, c'est aussi dire aucun de ces choix-là ne m'intéresse, puis je fais le choix conscient de n'en choisir aucun. Puis je pense que ça, c'est peut-être un message aussi pour la gauche. Est-ce qu'il y en a des gens qui veulent se lancer en politique puis avoir un programme de gauche vraiment radical? Il vous reste 3 ans et 351 jours pour le faire. Let's go! Ben peut-être. Puis je veux dire, on vit la même chose au provincial, on vit la même chose au fédéral. Fait que il y a quelque chose quand même à constater là-dedans. Puis tu sais, moi, j'ai quand même souvent dit, je vais pas voter. Phil n'a pas voté pour l'élection municipale. Moi, je suis allée. Mais encore une fois, parce que
personne me donnait envie de voter pour eux, puis c'est pas vrai que je vais commencer à prendre mes petites affaires puis mes petits papiers puis aller me déplacer pour voter contre quelque chose ou pour le moins pire des deux pires. Là, ça me rend dingue. Mais ceci dit, je suis pas comme moralement fermé à voter. Je trouve pas que c'est impossible de le faire. Par contre, si je mets mon vote sur la table et que je vous dis je suis prêt à voter dans les prochaines élections, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller chercher mon vote? Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner envie d'aller voter pour un projet quelconque? Puis justement, pour revenir à Zoran, c'est intéressant aussi parce que il y a des gens qui capotent leur vie, là, c'est comme le socialisme est arrivé, youpi, on avait besoin de ça. Puis il y a aussi des gens qui sont très, très critiques. Parce que c'est vrai que la gauche, je pense, des fois un peu désabusée. C'est déjà fait avoir plusieurs fois. Juste se rappeler quand même que la première fois que Valérie Plante est rentrée en 2017, c'était fou, là. C'était comme une femme, la première femme mairesse à Montréal. J'ai ressenti cette effervescence en tant que femme pour réaliser pas très longtemps après que... Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cette effervescence? Je ne croirais pas. Je veux dire, après 8 ans, là, je pense qu'il y a eu de la déception. Fait que je pense que c'est normal d'être critique puis de se poser des questions. Par contre, je suis quand même... Je veux dire, donnons la chance. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis il faut aussi pas s'attendre à ce qu'il puisse tout faire. En tant que maire, il n'y a pas non plus tous les pouvoirs. Puis ça, je pense que c'est une autre des affaires qu'il faut quand même comprendre. C'est que tu rentres dans un système qui est géant puis qui a tout le pouvoir puis qui est là pour défendre et mettre de l'avant le capitalisme. Fait que même avec des bonnes intentions, c'est sûr que tu frappes des murs derrière tous les détours. Là. Je lisais dans The Atlantic toute une enquête sur comment il va faire pour fondamentalement changer ou pour geler les loyers, pour changer la spéculation immobilière dans la ville de New York. Et déjà, c'est pas la mairie qui s'occupe de ça, c'est un board of directors et tous les directors qui sont là ont été mis en place là pour bloquer les mesures que Zoran Mamdani va essayer d'instaurer. Donc déjà, là, ça marchera pas. Est-ce qu'il peut interpeller la population pour dire qu'il est bloqué? Est-ce qu'il peut inclure les New-Yorkais? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut. En tant qu'élu, tu es censé représenter les intérêts du peuple et non pas représenter les intérêts du pouvoir ou être là pour diriger. Fait que si tu frappes des murs, si on te refuse du financement à d'autres paliers, s'il y a des institutions gouvernementales, étatiques qui te mettent des bâtons dans les roues, pourquoi tu nous le dis pas? Valérie Plante, elle nous l'a jamais dit, mais elle l'a dit à la fin de la campagne, puis Projet Montréal l'ont dit à la fin de leur campagne. On pouvait pas, c'était au provincial que ça bloquait. Dites-nous-le, on va aller dans les rues. Mais il y a un peu de ça, tu sais, comme, je veux dire, dites-nous-le, parce que ça se peut, puis je suis prête à croire qu'une certaine partie de ça, des fois, c'est pas un manque de volonté, c'est un manque de capacité, mais si c'est le cas, mettez-nous au courant, puis peut-être embarquez-nous dans cette lutte-là. Après ça, y a-tu aussi un manque de volonté? Des fois, je pense que oui. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir. J'écoutais l'autre fois José Maria Sison, qui est un écrivain et militant communiste philippin qui est décédé en 2022. Cet homme-là, quand même assez intéressant. Aux Philippines, il a été désigné comme ennemi public numéro 1 par le dictateur Ferdinand Marcos, genre dans les années 70, parce qu'en 68, il a fondé le Parti communiste des Philippines. Ils ont essayé de faire une révolution. Il a été arrêté en 77. Il a été torturé, emprisonné jusqu'en 86. Quand même. Puis après, 9 ans. 9 ans de torture, c'est quand même long, hein? C'est beaucoup. Puis après ça, il est évidemment sorti de prison après la chute du régime dictatorial. Puis il a mené comme une activité militante à l'international après sa libération de prison. Fait qu'il parle à différents endroits, il a écrit, il a fait différentes choses. Puis j'ai un extrait que j'aimerais ça qu'on écoute ensemble. Is it true that automatically you can jump from capitalism to socialism? No. The ruling bourgeoisie will try to kill you first, suppress you. So when Marx says you must win the battle for democracy, it means you must assert your democratic rights, the right to assemble and speak out, and all the other rights. And then when your movement becomes big, and then they will try to suppress you, they will come out with fascism. So before you can have socialism, the capitalist class will unleash fascism under various pretexts. They use chauvinism against immigrants, xenophobia, Islamophobia, and also many other tricks just to hide the roots of the crisis. Ce que José nous dit, c'est qu'on ne pourra pas passer du capitalisme directement au socialisme. C'est ce que Marx écrit dans son manifeste communiste. Et donc, il faut trouver le moyen d'exercer nos droits démocratiques pour essayer de créer un mouvement de masse, puis qu'à travers tout ça, les capitalistes vont essayer de nous écraser. Puis là, ce qui est intéressant, je pense, des fois, c'est que l'histoire n'est pas une ligne directe où c'est toujours clair, on est dans quel moment. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mouvances en même temps, il y a plusieurs choses qui se passent. Puis là, en ce moment,
Ça semble comme très mauvais ce qui se passe. On semble être un moment assez dark de l'humanité, ce qui n'est pas fondamentalement faux. Mais ça, c'est aussi en réaction à des mouvements sociaux forts qu'on a connus ici et à travers le monde. On a juste à penser au printemps arabe, aux manifestations de 2012 au Québec, au mouvement MeToo, à Occupy Wall Street. Puis encore une fois, je vais ajouter là-dedans le taux de vote famélique. C'est aussi, je crois, une preuve qu'il y a beaucoup de grogne au niveau de la gouvernance. Puis ça, je pense qu'on peut prendre ça comme un point positif. C'est-à-dire, on n'est pas seul dans cette grogne-là. On n'est pas 10% de la population à trouver que ça n'a pas de bon sens. On est probablement plus que 50%. C'est pas tous ces gens-là qui sont dans la théorie puis qui sont nécessairement des communistes ou des socialistes ou des... Mais peut-être qu'ils le savent pas puis qu'ils le sont un peu. S'il y avait eu une offre au municipal qui avait été alléchante, c'est-à-dire on va changer vos conditions matérielles, on va améliorer vos conditions matérielles, on va geler les loyers. Je pense que les gens se seraient levés puis seraient allés. Je pense que plus, certainement. Mais je là, pense que oui. Tu sais, moi, je soutiens entièrement, je veux absolument être claire, là, je soutiens la grève de la STM. Moi aussi. Faire un vote la journée qu'il n'y a pas de transport en commun, puis les jours avant, et c'est problématique, par exemple. Et ça, c'est antidémocratique, et je suis pas mal sûre que ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Juste pour terminer ce segment, je réitère que je mets officiellement mon vote sur la table pour toutes les prochaines élections. Allez-y, séduisez-moi. Faites quelque chose. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Je n'en peux plus. Et toi, Marie, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Plusieurs choses, mais une chose en particulier, c'est que la nouvelle ambassadrice de la Fondation Douglas, qui est un institut de recherche en soins en santé mentale, la nouvelle ambassadrice, c'est Marie-Pierre Morin. Il a fallu que j'aie une réflexion à savoir si j'étais capable de porter ce mandat-là. Puis là, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, fait que je veux pas en faire un cas de figure. Elle en fait déjà un cas elle-même. Donc, je veux pas m'acharner, mais je veux quand même parler de ce que ça peut représenter de l'avoir comme ambassadrice d'un endroit qui fait de la recherche et qui offre des soins en santé mentale. Tu sais, j'ai vu beaucoup dans les réactions sur les réseaux sociaux que les gens sont pas contents et contentes avec ce choix d'ambassadeur. En fait, ça les fragilise de voir une personne qui a été si peu dans le soin et qui a causé tellement de dommages autour d'elle. Les gens se sentent un peu trahis par l'Institut Douglas. Outre ça, outre le fait que moi, je ne crois pas non plus que cette personne-là devrait représenter ça. En plus, dans les faits, elle a même pas été cancellée. Tu sais, elle a perdu 2 contrats. Elle a perdu son contrat avec Buick, qu'elle a re-eu 1 an et demi plus tard. Elle est à la radio tous les jours. Elle a son émission de radio. Elle fait We Cook, on la voit partout sur Internet dans les pubs de We Cook. Et là, maintenant, elle est sur le site du Devoir et de la Presse avec cette nouvelle gig avec l'Institut Douglas, où est genre l'ambassadrice de quelque chose qui est très sérieux, qui est très grave, tu sais, et que je ne comprends pas qu'on finance pas via nos gouvernements. Pourquoi on a besoin de fondations et de porte-parole? En tout cas, tout ça me sidère un peu... Sans vouloir m'acharner sur cette personne-là, tout le monde sait un peu ce que j'en pense. Si vous me suivez, j'en ai beaucoup parlé cette semaine et la semaine dernière. Je trouve que la campagne est problématique aussi. Mais je veux juste dire, oui. Je comprends l'idée de ne pas vouloir s'acharner sur personne. Ceci dit, c'est quand même drôle comme revirement de discours, c'est-à-dire on s'acharnerait sur la personne qui a sa face sur des billboards, qui nous envahit dans plein de publicités puis des espaces médiatiques. Mais dans le sens, c'est drôle. C'est comme si ces gens-là demandaient toute l'attention du monde, mais dès qu'elle devient négative, cette attention-là, là, c'est pas correct. Mais c'est pas tant comme ça que ça fonctionne, l'attention. C'est-à-dire, les gens vont bien te donner l'attention qu'ils veulent. C'est pas comme si on allait la chercher chez elle non plus pour aller l'invectiver. C'est des gens qui reviennent comme constamment puis qui traversent les murs, on dirait, de nos maisons pour être toujours dans le discours. Puis là, après ça, on devrait se surprendre puis dire comme vous vous acharnez. Mais est-ce que c'est moi qui s'acharne ou est-ce que c'est eux qui s'acharnent sur nous? Mais je pense... c'est une super bonne question. Tu sais, moi, je me sens parasitée par cette personne-là. En ce moment, je sens qu'on me l'enfonce dans la gorge, on me l'enfonce dans les yeux. Mon père est décédé de la maladie d'Alzheimer et il y a une pub qui dit « Je rêve d'un monde sans Alzheimer » avec sa grosse face. Mais je trouve ça grotesque, Phil. Genre, j'ai pas d'autres mots, puis... Je peux faire une liste de 100 personnes plus pertinentes et sensibles à ces causes-là qui auraient fait plus l'affaire puis qui auraient rendu personne inconfortable. Là, j'ai l'impression qu'un institut en recherche et en soins en santé mentale
nous fait un genre de coup d'éclat en utilisant Marie-Pierre Morin. Ouais. C'est pas leur mandat, tu sais. Un peu comme c'est pas le mandat de Radio-Canada d'avoir des codes d'écoute qui sont surprenantes ou qui dépassent celles du 98.5. C'est pas le mandat de l'Institut Douglas de faire coup d'éclat pour ramasser, je le rappelle, 500 000 $. 500 000 $. Mais il y a tellement de choses à discuter là-dessus, ça pourrait être un épisode au complet parce que... On va faire, n'est-ce pas, un épisode sur les fondations Phil. Je pense qu'il faudrait, parce que ça, c'est super intéressant comme l'espèce de désistement public de financer des choses qui sont importantes dans la société. Puis on dirait que ça devient comme la culture de la fondation, c'est un peu aussi la culture du GoFundMe, où là, soudainement, on accepte de se mettre ensemble pour financer des choses, mais ça, c'est littéralement l'État. Fait que pourquoi c'est correct de faire une fondation ou de faire un GoFundMe, mais c'est pas correct, ça serait pas correct de collecter ou d'utiliser, disons, les taxes et les impôts qui sont collectés pour des soins et des services dont on a besoin. Ça, c'est déjà comme une conversation en soi. Après ça, il y a la campagne en tant que telle, est quand même intéressante aussi, je trouve, parce que justement, c'est ça, c'est comme des grosses taglines, slogans, je rêve d'un monde sans suicide, je rêve d'un monde sans Alzheimer. Mais moi, je rêve d'un monde sans cette souffrance. Puis, je comprends que le but d'un slogan, c'est comme de frapper l'imaginaire et pas nécessairement d'avoir une grande conversation, mais... Ce monde est impossible. Ben de un, c'est rêver d'un monde où tout le monde a des soins adéquats. Oui. Tout le monde a accès à un médecin de famille et un psychiatre, si le besoin il y a. Mais dans le cas du suicide en particulier, ce qui est intéressant, c'est que le suicide, c'est une conséquence de différentes choses. Certains pourraient voir ça politiquement comme une conséquence de politique publique. Des fois, certains pourraient voir ça comme une conséquence du monde qu'on a choisi, conséquence des services absents ou pas assez présents dans la société. Puis c'est quand même drôle, justement, de dire, genre, je veux un monde sans conséquences. Pour mes actions aussi, parce que... Mais à côté de la face à Marie-Pierre Morin, je trouve que ça frappe quand même, je veux un monde sans conséquences. Là, le but, c'est de lever... Aide-moi à lever 500 000 $ pour soutenir la recherche en santé mentale. Pourquoi l'Institut Douglas n'a pas mis ce cachet-là ou l'argent qu'ils ont déployé pour la publicité autour? Parce qu'on est allé voir les états financiers de la Fondation Douglas et Chris, il y a 275 000 $ de frais de parking. Mais ça, il y a une enquête à faire là-dessus, honnêtement. Ouais. Puis aussi, tu sais, ça, c'est d'autres questions qui sont intéressantes à poser. Comment ça se fait qu'un institut en recherche et en santé mentale ait besoin d'une fondation? Comment on organise notre système économique autour, disons, des besoins de la société est quand même hyper problématique au-delà de Marie-Pierre Morin. Là. Tout à fait. Ou même au-delà des vedettes, dans le sens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça que ça fonctionne? Pourquoi les fondations doivent capitaliser sur des visages connus pour qu'on s'intéresse à leur cause? C'est là le véritable problème. Je veux dire, là, avec la campagne de Marie-Pierre, ils ont dépensé environ 700 000 $ pour ramasser 500 000. Êtes-vous fucking épais, genre? Ma fille de 5 ans ferait un meilleur calcul. Puis là, et je confirme, elle n'est pas excellente en calcul. Elle n'est pas super bonne en calcul. Normal juste pour 5 ans. Juste vous dire, j'ai reçu des inbox de gens qui ont travaillé pour l'Institut Douglas. Ils font des levées de fonds où l'alcool coule à flot, OK? Ils engagent des mannequins pour servir des petites bouchées. Tabarnak! Vous êtes un institut de recherche en santé mentale. Vous le savez que l'alcool, c'est dangereux. Qu'est-ce que vous faites? Mais ça, c'est aussi... Genre, c'est quoi cette opulence de merde autour d'une cause vraiment importante? C'est aussi le problème fondamental de la philanthropie, c'est-à-dire que si on se fie sur des gens riches pour financer des services, il faut donc cater à ces gens riches-là. Fait que donc, ça donne des espèces de... Mais c'est grotesque, Phil. Ben c'est ça, c'est comme grotesque et terrible, c'est-dire que là, on va louer un yacht, là, j'exagère évidemment, là, mais on va louer un yacht, on va mettre des gens riches 275 000 $ de parking. C'était-tu le yacht qui était devant une borne fontaine? On n'en revenait pas. On regardait les états financiers. Il y avait aussi, genre, article de bureau, 338 000 $. Ça, c'est quand même, juste dire, c'est quand même plus de 10 ans de mon salaire en article de bureau. Moi, je sais qu'ils cachent des cachets à des vedettes dans ces espèces de sous-titres-là. Il y a aussi des compagnies ultra riches comme Cossette qui vont se payer des centaines de milliers de dollars pour des campagnes nulles à chier. T'sais, je veux pas être plate, là, mais je veux dire, vous avez brainstormé pour 400 000 $, puis finalement, ce qu'on voit, c'est genre une personne connue sur le toit, puis un zoom-in, zoom-out. Tu sais, voyons donc, là, je veux dire... Je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent plus la décence dans ces contextes-là. Les compagnies de pub, comme ça, ils font toujours des taux préférentiels pour les fondations. Mais le pire, c'est que les fondations devraient même pas avoir à se payer des pubs. En fait, ils devraient pas avoir de fondation. Non. Ça, c'est le délestage étatique. Mais c'est aussi ça de pas taxer les riches. T'sais, on les taxe pas sur leurs revenus, on taxe pas les héritages, on taxe pas leurs avoirs.
Et donc, on se retrouve avec des manques à gagner au niveau du financement public. Et là, on demande à des institutions de créer des fondations, d'aller chercher cet argent-là privé en faisant des cocktails, en engageant des mannequins. On est à la chute de Rome, là. On est complètement perdu dans ce qu'on essaie de faire. Puis tout ce qu'il y a autour de ça, j'allais dire, c'est des sangsues qui vont sucer tout cet argent-là, mais même pas, parce que les sangsues, ça laisse en vie les corps que ça suce de leur sang. Là, on parle littéralement de parasites qui vont tuer de l'intérieur, qui vont suctionner le système public jusqu'à la dernière goutte et qu'ils soient morts par terre. C'est quand même... Il faut se poser des questions sur tout ça, tu sais. Effectivement, les fondations deviennent un moyen de financer ce que les budgets publics couvrent plus. Je veux dire, à la limite, là, faites un meeting avec Marie-Pierre puis Cossette, puis demandez-leur 500 000, puis laissez-nous en dehors de ça. Qu'est-ce qu'on a d'affaires là-dedans, nous autres? Puis il n'y a pas de petits dons. Il y a juste des dons qui font des grandes différences. Puis ça, c'est important de le comprendre. Let's go! C'est vraiment trop court là, pour qu'on puisse aller in-depth là-dedans, mais comme Marie-Pierre Morin n'a pas été cancellée. Elle est plus forte et plus dominante que jamais. Ouais, ça, c'est ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que la culture de la cancellation, il y a bien des choses intéressantes à dire là-dessus, puis d'ailleurs, ça aussi, ça pourrait vraiment faire un épisode intéressant. Il y a des critiques à y avoir, certainement, sauf que quand on parle, en gros, de culture, de cancel culture, on parle de personnes riches, de personnes publiques, parce que c'est souvent ces personnes-là qui ont fait les unes, disons, avec ça, puis c'est des gens, donc, qui dominaient le paysage, qui étaient en haut de la hiérarchie, et qui ont perdu, disons, ce droit de domination. Puis c'est ça qu'ils demandent. C'est pas ils n'ont pas été castés out de la société. Ils demandent le droit de retourner à leur domination. Puis être casté out de la société, ce n'est pas une chose qui est possible de toute manière. Ben, c'est-à-dire, on fait ça s'appelle la prison. Ouais. Et j'ai jamais vu Sophie Durocher s'indigner de la prison dans laquelle les pauvres sont surreprésentés. Mais il y a vraiment, c'est ça, beaucoup de choses à dire là-dessus. Sauf que, ceci dit, je pense qu'il faut pas se faire gaslighter. On le voit très bien, là, ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, depuis 3 ans maintenant, essaie de retrouver du capital social à travers différentes, je vais utiliser le mot entreprises. Là, dans ce cas-ci, une campagne. Mais elle est elle-même une petite PME. Oui, effectivement. C'est fou. Elle est d'ailleurs probablement incorporée. Oui, comme les médecins. Comme plusieurs personnes. Comme Véro aussi, oui. Véro Inc. Tu sais, il faut pas se faire gaslighter à... Quoi, on est supposé faire semblant qu'on comprend pas ce qui se passe, qu'on le voit pas. On le voit, là. C'est par hasard, genre, t'as décidé soudainement que tu t'associais à plein de causes puis que tu faisais des projets qui te tenaient à cœur. Non, ça, c'est aussi une façon de s'humaniser. Et encore une fois, les gens humains n'ont pas besoin de s'humaniser. Fait que il y a beaucoup de réflexions à avoir autour de ça. En fait, je serais vraiment intéressée, Phil, à faire un épisode avec toi là-dessus puis à en discuter plus en profondeur parce que ça mérite 1 heure de discussion, de lecture, de... Tu sais, je suis en train de lire Francis Dupuy-Derry, son dernier livre, je vais vous en parler dans le prochain épisode, qui est excellent parce que les victimes de cancel culture sont victimes d'un cancel culture symbolique, en fait. Bref, c'est vraiment intéressant tout ce qu'il dit dans ce livre-là. Et aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit Rebecca Desraspes. Et on a parlé de disparitions avec elle, et c'est des disparitions qui m'intéressent beaucoup plus que celles de la cancel culture ou des vedettes qui se disent effacées de l'espace public. Des disparitions qui créent des belles pièces de théâtre, qui créent des liens entre nous. On a aussi beaucoup parlé d'hôpital psychiatrique. Ouais. Je trouve ça toujours intéressant de recevoir quelqu'un puis de laisser un peu la conversation aller où elle s'en va parce que c'est particulier cette affaire-là, je trouve, de recevoir des invités. Il y a comme toujours, on dirait cette tendance des fois à s'en remettre à ce qu'on perçoit de l'entrevue, qui est souvent quelque chose d'assez cadré, avec plein de questions préparées. Puis c'est pas que c'est pas intéressant, ces choses-là, nécessairement, mais ça ramène toujours un peu aux mêmes endroits. Puis, je veux dire, moi-même, j'ai écouté quelques entrevues de Rebecca juste pour voir où elle allait là-dedans, où les questions, où les réponses allaient. Où les autres journalistes ont pu l'amener. Mais c'est souvent les mêmes endroits, mais aussi parce qu'on est pressé, parce qu'on doit aller comme rapidement au point, puis... Mais je trouve ça intéressant des fois de juste, quand on laisse les conversations aller avec les gens, on part avec un point de départ, un point d'intérêt, disons, mais moi, je me prépare pas là, de questions, vraiment. Moi non plus. Je me prépare dans le sens de, je fais des lectures, j'écoute ce que ces gens-là ont eu à dire, mais après ça, moi, en tant que personne qui a déjà été interviewée aussi, souvent, je sortais d'une entrevue en me disant « Oh mon Dieu, j'ai plein de choses intéressantes à dire, mais j'en ai dit aucune aujourd'hui de ces choses-là. » Mais c'est qu'en posant des questions, on muselle l'autre aussi d'une certaine manière à rester dans notre timeline puis notre ligne directrice. Et avec Rebecca, on a juste bu une tisane au gingembre puis on a parlé de nos histoires personnelles. Puis je pense que vous allez apprendre à la connaître d'une manière qu'aucun média vous l'a présentée. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant.
C'était le fun, c'était Moi ailleurs. aussi. On a bien rigolé aussi, mais Rebecca, elle est profonde, drôle, enjouée, créative. Ses livres sont fous, ses pièces sont folles. Elle est géniale. Puis on se revoit nous autres la semaine prochaine pour d'autres. Dans des Morse! Bienvenue. Des fois, une question intéressante. Ouais. Mais comme, il n'y a pas de suite. On va pas au bout de l'affaire. Pas vraiment, Ouais. parce c'est ça, on est comme dans une logique. Ça allait un peu vite, tu sais, je trouvais. C'est pas nécessairement que les questions étaient pas bonnes ou que les réponses étaient pas intéressantes, mais c'est que c'est souvent, on rentre dans quelque chose, puis tu dis, ça commence à être intéressant, puis là, genre, t'arrêtes de parler, il n'y a pas de suite. Ouais, je comprends. C'est comme next. Ouais. Fait que toi, tu viens du bas du fleuve. Là, t'es comme, oh, OK, on retourne dans une genre de liste. Toi, tu viens du bas du fleuve? Viens-tu du bas du fleuve? Ça Le a- savez-vous? Rivière-du-Loup, Oui, ouais. 1983. Ouais. En juin? En juin, le 30. Vous m'enverrez des fleurs. T'es une quoi? Cancer. Toi aussi? Ouais. Wow. C'est le J'aime beaucoup. 22 juillet. Les plus sensibles. Ouais, j'aime c'est tout le beaucoup. temps ça. À chaque fois qu'on lit sur les cancers, c'est tout le Ils temps ont ça. toujours genre, envie de pleurer. on braille non-stop. Mais c'est vrai. Pourquoi tu me regardes de même? Au dernier épisode, tu pleures en lisant un texte sur la femme qui a accouché dans un abribus. Ben, je m'émeus tellement quand je me Tu lis. imagines, c'est ça. Les cancers sont tellement sensibles que dans le fond, ils sont narcissiques. C'est vraiment ça. Moi, quand je vois un enchaînement d'un de mes shows puis que je pleure, je suis comme, y a-tu un problème à ce que je sois en train de pleurer en ce moment? Genre, c'est-tu comme, je me masturbe, genre? C'est quoi un enchaînement? C'est les acteurs qui font la pièce de A à Z dans la salle de répète. Mais tu sais, on n'est pas nécessairement dans le décor ou whatever, mais c'est de A à Z. Si tu fais la pièce d'une shot. Puis t'écris des pièces qui te font pleurer. C'est terrible, hein? Non, mais c'est les acteurs. Il y a quelque chose qui me touche vraiment quand un acteur trouve Ouais. exactement l'espace que moi je cherchais en écrivant quelque chose. Je sais pas si vous comprenez. Mais ouais, dans ces moments-là, je me mets à pleurer. Je suis capable de pleurer aussi parce que je suis touchée par le travail de quelqu'un. Mais il y a des fois aussi, ben, je suis touchée parce que le personnage apprend que son arrière-grand-mère a été assassinée. Je genre. comprends. Mais j'ai toujours un peu honte de pleurer à ma propre pièce. Ben, Phil, il pleure sans gêne en lisant ses textes. Que je pense que c'est vraiment différent socialement de pleurer en tant qu'homme puis pleurer en tant que femme. Il y a quand même une certaine jalousie, là, je pense, en tant qu'homme, des fois, de la facilité que vous avez À pleurer? à avoir accès, mettons, à ce Jalousie côté-là. ou envie? Envie Mm. de pouvoir faire ça, juste de la façon qu'on est socialisé. Parce que, tu sais, je réalise en vieillissant, tu sais, pleurer, c'est pas grave. C'est pas... Puis là, je vais dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est pas important. C'est juste une affaire. Ben, c'est comme rire. C'est la on même l'a dit affaire. en même temps, on est vraiment deux cancers. Deux cancers. Non, mais je veux dire, puis rire, personne fait comme « Ah, t'as ri », tu sais, c'est pas... Puis je veux dire, c'est super rire. Mais c'est une expression d'une émotion. Ouais. C'est ça, c'est tout. Mais on a mis, on dirait, beaucoup de poids sur pleurer comme si ça marquait quelque chose de grave, comme si ça marquait un moment, comme s'il fallait en revenir, puis il fallait en parler, ou pas en parler, justement, parce que, oh mon Dieu. Mais ce l'est pas vraiment tant que ça. C'est vraiment difficile de désapprendre. Ouais. C'est plus difficile qu'apprendre, tu sais. J'ai grandi dans ce monde-là. Ben, où... 100%. Ton père a pas pleuré? Pas tant, tu sais, je veux dire, c'est pas... Fait que, à Rebecca, aujourd'hui, on reçoit Philippe Signan. Bon, Philippe Signan, c'est un humoriste Ok, allô? de la relève qui a tout lâché pour faire un Ouais. podcast de gauche. Je fais du stand-up tragique. Je pleure pendant mes textes, Oh, puis c'est on pas est important. contente. On est contente de t'accueillir dans notre équipe. Non, mais Bienvenue dans ma maison avec mon chat. Ouais, il est tellement cute, d'ailleurs. J'aime beaucoup elle s'en va mon gratter chat. sa petite boîte, là. Écoutez. Elle est vraiment cute, Mommy. Non, mais je suis content qu'on commence en parlant d'émotions, par exemple. Ouais. Parce que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup discuté. C'est très théâtre en plus. parce C'est que- très théâtre. Ben, en fait, on est trois types d'écrivains et d'écrivaines. Moi, je suis plus de la poésie. Phil écrit beaucoup du manifeste, de l'humour. Mhm. T'es plus dans l'écriture dramaturgique. Ouais. C'est quand même... C'est rare qu'on se retrouve trois types de... Puis 3 types d'écriture portés par l'émotion. Complètement. Ouais. Puis une écriture assez, comment dire, tu sais, de l'oralité, même de la poésie. Puis dans l'oralité, pour moi, il y a comme... T'abordes pas l'écriture de la même façon que quand t'écris de la prose, puis que quand t'écris quelque chose qui est fait pour être lu, quand t'écris quelque chose qui est fait pour être dit, puis vécu, mettons, du théâtre, là, ça va passer dans le corps de 2 acteurs, de 3 acteurs, de 4 acteurs. Tu penses à ça en écrivant tout le temps? Tu t'as étudié là-dedans, en fait, c'est sûr que... 100%. Moi, j'écris très mal la prose, en fait. J'ai pas de patience, genre, de où est-ce qu'il faut que je mette ma virgule, puis, man, il y a une lettre majuscule, puis un point, tu sais, il y a comme une affaire de...
j'ai de la misère à écrire la prose, mais écrire la parole, pour moi, c'est extrêmement simple. Fait que t'écris toujours en scénario, comme un dialogue? Oui, en ou dialogue. en scène? En dialogue. OK. Ouais. J'adapte 2 de mes textes de théâtre en film, puis là il faut faire des scènes à scène, des descriptions d'action, puis j'ai vraiment moins de fun. C'est quoi les 2 pièces qui te viennent des Les films? glaces, puis ceux qui se sont évaporés. Ceux qui se sont évaporés, tu nous en parles un peu? Ouais. Je m'intéresse aussi aux disparitions. J'ai écrit un texte là-dessus pour un épisode de Transistor, puis je sais que tu avais abordé ce sujet-là, mais je suis pas... je l'ai pas vu, la pièce, en fait. OK. Ben, en fait, c'est comme arrivé à un moment où est-ce que j'avais une obsession pour un fait divers. Ben, c'est pas niaiseux, là, c'est quand même intéressant. Il y a une fille à Rimouski qui s'appelle Karine, qui, matin, s'en va travailler, puis elle revient pas le soir, tu sais. Puis là, sa famille panique, puis il appelle la police, puis... la disparition, elle est médiatisée. Peut-être Karine, elle s'est fait assassiner, peut-être Karine, elle s'est fait kidnapper. Où est Karine? Puis là, on la voit dans un guichet automatique qui retire de l'argent puis qui regarde en arrière d'elle comme si elle était comme menacée par la présence de quelqu'un. Fait que là, Karine, on cherche Karine. Dans les médias, sa famille dit c'est impossible que ça soit une disparition volontaire et tout. Puis 2 semaines plus tard, ils l'ont retrouvée en Saskatchewan, genre. Elle était juste partie en Saskatchewan. Puis, c'est comme... Puis là, ils ont arrêté de médiatiser l'affaire parce qu'ils voulaient la paix, la famille, ce que je comprends vraiment, mais on saura jamais, tu sais, comme elle était où pendant ces 2 semaines-là. Ouais, puis il est peut-être arrivé quelque chose pour vrai, tu sais. Elle est retournée avec son chum, elle est retournée dans sa famille, ils ont eu des enfants, elle a continué sa vie, tu sais. Mais ça m'obsédait, cette affaire-là. Qu'est-ce qui t'obsédait? Ben, comment tu prends la décision, mettons, de faire ça? Il faut vraiment que tu sois dans un état complètement limite, là, tu sais, pour faire... Ben, moi, je peux plus rester, je m'en vais. Je sais que ça va faire du mal à ma famille. C'est ça où je me suicide, mettons, là, tu sais. Je me suis mis assez à me poser ces questions-là de qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à s'en aller comme ça, tu sais, à organiser sa disparition volontaire. Puis en même temps, j'ai lu un essai vraiment, vraiment intéressant d'un sociologue français qui s'appelle David Le Breton, qui s'appelle « Disparaître de soi, une tentation contemporaine », dans lequel il parle du fait qu'on est toujours en train d'essayer d'échapper à notre identité. Parfois, c'est par l'alcool, parfois, c'est par la drogue, parfois, c'est par la lecture de fiction. Les relations. Les relations. Marcher, tu sais, marcher, quand tu marches, tu es personne. Ton identité est vraiment floue. Fait qu'il explique qu'en fait, on est vraiment toujours en train d'essayer d'échapper à notre identité. Fait que c'est comme ces 2 affaires-là qui ont cohabité un bout de temps. Ça fait un bout que t'as écrit ça, là. Ça fait une dizaine d'années? Ouais, à peu près, ouais. Mais ça me fait penser à tu sais, c'est beaucoup le phénomène de la femme blanche disparue, là, tu sais, on va beaucoup parler de la belle fille de 22 ans qui est portée disparue. Mm-hmm. Les femmes autochtones, on n'en parle pas. Cédric pas branché, il y a beaucoup d'encre qui a coulé comparé, mettons, aux femmes autochtones disparues et assassinées, là. Dont on parle zéro, Ouais. tu sais, fait qu'il y a aussi ce phénomène-là qui est comme un peu... puis plus la fille est jeune, puis est mignonne, puis... Plus ça vient d'un milieu bourgeois aussi. Oui, puis on dit toujours qu'elle était sans histoire, alors que tout le monde personne a une est histoire. sans histoire, ouais. En plus, c'est tellement plate d'être sans histoire. Je trouve que c'est vraiment une insulte. Ben oui, ça n'a pas rapport. Moi, Ça, je c'est veux l'expression plein de marde. d'histoires. Ouais, oui. Tu veux pas rencontrer quelqu'un sans histoire. Non, mais c'est Quelle pas juste soirée ça. de plate. Mais ça veut dire quoi, être sans histoire? Ça veut dire correspondre à ce que la société pense qu'il faut. Mais c'est comme un tic médiatique à l'écrit, là. Ouais. Il faut qu'il arrête de... Ça va, là, tu sais. Ouais. Comme avant, on disait meurtre quand c'était le Mais moi, féminicide, là. Mais je pense qu'on peut arrêter C'est pas que je veux pas qu'ils arrêtent, mais je trouve qu'au moins c'est révélateur un peu de comment ils perçoivent et comment ils écrivent sur les autres. Ces tics-là sont quand même révélateurs de dire que quelqu'un est sans histoire comme si c'était une bonne chose, quand je trouve que c'est fondamentalement une mauvaise chose. Ben oui. C'est quand même particulier. C'est Mais comme ça n'existe pas, de toute façon. De- Karine, premièrement. ça se peut pas, non, ben, en fait, ça se peut. Ouais, ouais. J'ai essayé de comprendre, en fait, son mouvement intérieur. Tu sais, qu'est-ce qui t'amène à être étouffé assez pour avoir besoin de calisser ton camp, tu sais? Je sais pas, je parle pas de Karine, je la connais pas, la pauvre, là, je veux pas la... Parler à sa place, là. Non, puis là, tu sais, si elle tombe là-dessus puis elle s'en entend parler d'elle, tu sais, elle a vraiment coupé les ponts avec les médias, puis je comprends, tu sais, j'ai envoyé la pièce par ailleurs. Elle m'a dit merci, mais elle m'a pas... Elle a répondu? Ouais. OK. Ouais. Tu as envoyé la pièce en livre? En livre, ouais. Tout ça pour te dire que cette affaire-là de
d'étouffer dans une vie, mettons, là, puis surtout dans une vie de mère, dans une... Tu sais, le personnage d'Emma dans ma pièce, c'est sa mère qui a décidé qu'elle allait s'inscrire en soins infirmiers parce qu'Emma savait pas en quoi s'en aller. Quand elle rencontre son conjoint, tu sais, qui s'appelle le conjoint, tu sais, il y a pas de nom, tu sais, c'est la mère, le conjoint, le père, tu sais, c'est vraiment les rôles autour d'elle qui lui imposent son rôle à elle, son rôle social, qui finissent par vraiment l'étouffer, puis elle veut refaire la mise en scène de sa vie ailleurs. Puis, tu sais, il y a un phénomène qui, moi, me fucking fascine, c'est le phénomène des... on dit Joatsu, mais je le dis certainement très mal. C'est les gens qui te permettent de disparaître au Japon. Exact. Donc, tu les payes, ils te font c'est des déménageurs qui appellent. De vie, là, ouais. Ouais, ils te font disparaître. Mais parce que là-bas, il y a un rapport à l'honneur qui est vraiment important. Fait que, tu sais, si tu as un échec, genre tu fais une faillite, si tu te sépares... mais d'assumer ça de façon publique, ça se fait pas tant. Fait que tu vas disparaître. Ça me fascine aussi l'idée qu'on disparaît pas tant qu'on n'a pas apparu, mais plusieurs disparaissent sans qu'on ait su qu'ils existaient, puis on s'y intéresse soudainement. Quand ils disparaissent. Oui, puis on se connaît pas. Tu sais, dans le fond, on connaît pas les gens avant qu'on nous les enlève. J'ai de la misère à exprimer ma pensée, mais... Mais non, je pense que c'est clair. Pour moi, ça fait pas de sens de s'inquiéter de quelque chose qu'on n'a pas vu apparaître avant qu'il disparaisse. Je me demande aussi si... Parce que là, on vit comme dans un monde aussi comme d'identité multiples vérifiées, de sécurité, de caméras, de numéros d'assurance sociale, mais pour la majeure partie de l'humanité, disparaître, c'est un droit. 100%. T'étais tanné de ta situation, tu pognais ton petit satchel, puis tu marchais 300 km, personne ne savait c'était quoi ton nom, tu pouvais t'en choisir un nouveau, tu pouvais repartir à zéro. Il y a quelque chose d'épeurant, mais il y a aussi quelque chose de très libérateur là-dedans. Là, on dirait qu'on a un peu perdu ça. T'as plus le droit de disparaître de l'identité qu'on t'a un peu des fois donné aussi, qu'on t'a obligé à avoir. Il y a peut-être des gens, des fois, qui sont poussés vers « Hey, je n'aime plus du tout » ou ça s'en va, j'ai le goût de repartir à zéro. Tu ne peux pas vraiment. Ben légalement, t'as le droit. Légalement, un adulte a le droit de disparaître. Puis si, mettons, ta famille dit « Philippe est pas rentré depuis 2 jours, on sait pas il est où. » Puis là, la police te retrouve. Toi, tu peux leur dire « Ben, vous pouvez dire que vous m'avez retrouvé, mais vous pouvez pas dire je suis où, puis c'est quoi ma... » Tu sais, comme ça. Légalement, t'as le droit. Tu peux disparaître de ton milieu, mais tu peux pas vraiment, c'est ça, laisser derrière ton identité. C'est illégal d'être sans papier, en fait. Ouais, de pas renouveler ses cartes, clair. c'est illégal. Ouais. Ce qui est aussi étrange quand tu y penses, c'est illégal de ne pas avoir de papier. Mettons là, que tu pognes un ticket en vélo. Si t'as pas tes cartes, ils peuvent pas t'arrêter pour ça. Mais dans les faits, t'es toujours supposé traîner tes papiers avec toi. La plupart du temps, j'oublie mes papiers. Moi aussi, j'ai jamais ma carte d'identité sur moi, à moins qu'on... Tu connais ton nom par cœur? Spécial. Femme de lettres. Femme de lettres. Puis c'est intéressant. Hein? C'est ça. On peut jamais quitter notre identité, là, fucking littéralement. Puis je peux pas croire que je vais parler de ce livre-là parce qu'on en a déjà trop parlé. Mais ce qui a fasciné le Québec en entier avec La femme qui fuit, c'est qu'une femme a fait ça. Oui, ça, c'est 100%. Quand t'es une mère, tu peux pas partir. Je me rappelle que le père de ma fille ne lit pas beaucoup, mais il a lu ce livre-là et il était en larmes et paniqué. Comment une femme peut avoir abandonné? Puis moi, j'avais lu le livre avec un tout autre regard où je me disais... Je comprends pourquoi elle est partie. Je comprends pourquoi elle est partie. Ben oui. Et je comprends les souffrances et les aléas de cette femme-là. Alors que pour un homme qui a lu ça, c'était une vie complètement fragmentée par la violence d'une mère qui abandonne ses enfants. Je pense que je me suis même séparée pour pouvoir être une artiste. Parce que si je restais dans ce couple-là, puis tu sais, c'est même pas de la faute du père de ma fille, mais si je restais dans ce couple-là, je ne pouvais plus créer car j'étais responsable de trop de choses. Donc en me séparant, je me suis permis de recommencer à écrire, de recommencer à créer, de recommencer à être. C'est fucked up quand même parce que... ce que tu dis, j'ai vécu la même affaire. La relation hétérosexuelle, normative avec un enfant ne permet pas à la femme d'être une artiste à moins que ton chum, ça soit ton meilleur ami puis qu'il soit super féministe, là, tu sais. Mais tu vois, le père à ma fille, oui, c'était cette dynamique-là, mais il était... Tu sais, je suis partie... mettons, elle avait 3 ans, 2 ans, je sais plus. Je suis partie 2 mois écrire en Suisse dans un hôpital psychiatrique. C'était vraiment cool. Wow! Ouais. Mais tu sais, il n'y a jamais eu aucune réticence. Là, est-ce que tu partes écrire? Ouais. OK. Il n'y avait pas de... Tu sais, il n'est pas question que tu y ailles pas. T'sais. Mais toi, comment tu t'es sentie? Moi, ça allait, mais le monde autour, là, je me suis fait shamer, là, t'as pas idée. Genre même, tu sais, comme, puis de façon complètement pas gênée, là, tu sais, comme, quoi?
comment tu peux faire ça? Moi, je ferais jamais ça. Du monde féministe de mon âge qui me disait ça. Ma mère était en larmes, genre, ça était comme, ça me rappelle que ma mère est morte quand j'avais 4 ans. Puis là, j'étais là, ouais, non, ouais. Non. Maman s'en va vivre. c'est exact. Maman s'en va vivre, créer. Aussi, comment ton enfant te regarde quand tu pars écrire 2 mois? Ça vaut de l'or. Je veux dire, fuck. Genre, on laisse les pères partir sur des jobs de monteurs de ligne pendant des semaines et des mois. Ils vont chasser la fourrure. Ben, tu vois, la perspective quand même, c'est que le désinvestissement de l'homme est attendu. Fait que quand il le fait pas, on est comme wow. Puis de l'autre côté, on s'attend beaucoup à l'investissement de la femme dans une relation de... En tout cas, la séparation est rédemptrice. Toi, t'es pro-séparation? T'es indépendantiste? Séparez-vous, gens qui ont des enfants. Je suis très nationaliste identité. OK, ouais, je vois le genre. Mais c'est fou, femme artiste avec enfant. Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose là. Mais je veux dire, quand on est ensemble, là, c'est moi qui étais le parent principal. C'est moi qui faisais tout, parce que, je sais pas, c'est comme ça que c'était organisé. Fait que le fait de se séparer, ben lui, ça l'oblige à prendre ses responsabilités quand il est tout seul avec elle. Puis là, ça change tout. Ben, tu sais, le père de ma fille me dit souvent, je passe des moments de qualité avec elle qu'on n'avait pas à 3 parce que toi puis moi, on se pognait sur tout. Ouais. Fait qu'il y a comme il y a une liberté, en tout cas. Il y a quelque chose de salvateur pour les hommes aussi là-dedans. En tout cas, s'ils sont intéressés par une relation avec leur enfant, c'est que ça leur 100%. permet aussi de trouver cet espace-là, en fait, d'être obligé de le réclamer parce que sinon, il n'y a personne pour te backer, là. Ouais. 100%. Puis la société tolère vraiment mal les shitty dads maintenant, là. Je pense que il y a eu un changement de mentalité en lien avec ça. Les pères séparés que je connais sont des bons pères, engagés, présents, qui prennent des journées off pour les pédagogiques, puis ces affaires-là, chose que moi, mon père n'a pas fait quand j'étais jeune. Non, c'est ma mère. Ma mère, c'était le parent, tu sais. Là, depuis qu'elle est décédée, j'ai plus de parents. C'est ça, ta mère est décédée il y a 2 ans. Ça fait 3 ans. OK. Ouais, mais moi, ça file comme si ça faisait 2 semaines. Tu sais, c'est vraiment tough. Vous étiez très proches? Oui, puis non. Tu sais, elle est à Rivière-du-Loup, mais je pense que justement, le fait de ne pas avoir été au bout de cette relation-là m'abîme vraiment parce que j'ai l'impression de ne pas avoir ouvert la porte à ma mère de son vivant, tu sais. Genre, à chaque fois qu'elle me pose des questions sur mon travail, j'étais là, ça me gosse là, de t'expliquer c'est quoi un metteur en scène. T'étais impatiente avec elle? Vraiment. Vraiment. Puis c'est ça qui me fait le plus mal maintenant qu'elle est partie. Es-tu partie vite? Ouais, dramatiquement en plus. Là, puis ça, c'est un sujet vraiment intéressant parce que, une longue histoire que je vais essayer de raconter très rapidement. Elle a eu un cancer des poumons. Puis 10 ans plus tard, elle a eu une métastase au cerveau. Mais son cancer des poumons était guéri depuis 10 ans. Puis elle a eu une métastase au cerveau. Puis c'était comme, what the fuck? Puis ils ont enlevé la métastase, puis elle était correcte, il n'y avait plus de problème. Puis, toi, tu faisais-tu des back and forth Montréal? Oui. C'est ça, j'étais vraiment là pour elle. Dans les moments de grande maladie, j'étais là pour elle. Mais tout ça pour dire que, mettons, 1 an après la métastase au cerveau, elle a commencé à être bizarre un petit peu. Genre, elle avait des comportements bizarres. Puis à un moment donné, ben, on va à l'hôpital parce qu'elle a pas assez de fer dans son sang, peu importe. Et là, tu sais, ils trouvent pas ce qu'elle a, mais au lieu de chercher, ben, ils ont dit, ben non, c'est une dépression. Puis vous êtes folle, madame. Fait qu'on va vous mettre en psychiatrie. Puis ça arrive vraiment souvent aux femmes, paraîtrait-il, qu'on va dire que ses douleurs, c'est dans sa tête, puis que ses douleurs, comme c'est on lié l'a à une fait dépression. pendant des années avec l'endométriose. Exactement. Ouais. Exactement. Puis donc, ils l'ont mis en psychiatrie alors qu'elle était en train de mourir du cancer. Il y avait du cancer dans son liquide encéphalocrânien. Fait que c'est pour ça qu'elle était bizarre, mais tu sais, comme... Elle avait mal, physiquement, elle avait mal, elle souffrait le martyre. Puis, ben, ils ont préféré faire, mais non, c'est dans ta tête. Fait que c'est d'une souffrance pour moi, là, de faire, c'est comme être en train de mourir, puis elle se faisait dire que c'était dans sa tête. Il y a quelque chose qui me rend folle, moi. C'est comme, je pense que cette espèce de tendance à dire, mais c'est ça, comme je dis là, aux femmes, que c'est dans leur tête, puis que leur douleur n'existe pas, mais c'est d'une violence extrême, là. Surtout quand on arrive à mourir dans ces conditions-là. Est-ce qu'elle est morte en psychiatrie? Non, mais quand ils l'ont sortie de la psychiatrie, parce qu'elle faisait une grosse fièvre. Puis là, ils ont fait « Ah, bon, elle fait de la fièvre. Ça, par exemple, ça serait pas... C'est pas une condition... C'est pas un symptôme de dépression, ça, la fièvre? Non, là, ça les a un peu fourrés. Fait qu'ils ont refait un scan au cerveau, puis là, ils ont vu que son cerveau était genre fucked up. Puis là, ils l'ont envoyé à Rimouski dans un autre hôpital. Puis là, moi, j'étais allée la voir tout de suite, puis elle était déjà plus... Elle me reconnaissait pas, là. Fait que ça a comme... elle est pas morte en psychiatrie, elle est morte 3 jours plus tard.
Puis elle était plus là. C'est fulgurant, 3 jours plus tard. Ouais, mais c'est ça. La disparition, c'est une disparition qu'on lui a imposée un peu? Complètement. Je sais pas, on aurait-tu pu la sauver à ce moment-là ou c'était juste l'idée qu'elle aurait pu être plus confortable? Elle aurait été confortable, elle aurait été entourée. Nous autres, tu sais, moi, on n'est pas médecins, fait qu'on les croit, les médecins. Fait qu'on fait, OK, ben maman, c'est terrible, là, tu sais, le moment où est-ce qu'on vient y dire, ben on t'annonce que tu t'en vas en psychiatrie. Puis c'est ça, tu sais, puis elle écrit, ça va briser le cœur, mais elle écrit sur un bout de papier, sortez-moi d'ici, tu sais. Puis on est comme, mais non, c'est ça, on est venu te dire que c'est ça qu'il faut faire pour ton bien et tout. Puis moi, j'ai été enfermée en psychiatrie pendant 6 mois quand j'étais ado. Les 3 personnes ici, on a été enfermées à l'hôpital psychiatrique. My God, OK. Comme tous les gens qui font des podcasts. Ça, c'est drôle, mais ça, c'est fucking drôle. Mais genre, ça, c'est Phil qui allait brailler, puis qu'au lieu de brailler, il a dit ça. Puis c'est correct, tu sais, c'est fucking une bonne joke. C'est une très bonne joke. J'ai fait du son de jeunesse, Philippe aussi, puis à un moment donné, c'était comme... Il est hors de contrôle, elle est hors de contrôle, allons voir. Ils vous ont crissé en psychiatrie. Puis toi, pourquoi? Moi, j'étais anorexique. OK. Mais ils m'ont mis c'est comme un programme fucking pas correct. Ils t'enferment dans une chambre et, mettons, je suis rentrée à tel poids. Puis t'enlèves tout ce que t'as. Genre, ton pyjama, t'as pas de pyjama, comme nous. T'as rien. Puis là, quand tu prends, je sais pas, 0,5 kilos, là t'as le droit d'aller te brosser les dents. Puis là, ça va. Mais c'est super punitif comme manière de guérir quelqu'un. Ouais. Puis moi, j'ai pas vu personne pendant 3 mois. Tu sais, j'avais les infirmières, mais c'est tout. Et la psychologue, psychiatre. Puis j'ai pas vu mes parents. J'avais fucking 15 ans. Tu sais, c'est jeune, là. Tu sais, ma fille, elle a presque cet âge-là. Là. Mais donc, juste pour faire la conclusion avec ma mère, moi, j'ai regardé ma mère, j'ai dit, tu sais, quand vous m'avez mis en psychiatrie, c'était pas facile pour vous, mais vous l'avez fait pour mon bien. Puis c'est la même chose, tu sais. Puis là, elle m'a regardé, elle m'a dit, t'es contente, hein, mon esti. Tu te venges. Mais c'était la maladie. C'est la maladie. Mon père était super agressif à la fin de sa vie. Oui, c'est ça. Aussi. Puis là, c'était une affaire de démence qui était instaurée par les cellules cancéreuses, mais c'est la dernière chose que ma mère m'a dit, tu sais. Puis ça, là, je le pardonnerai jamais, mettons, au système médical, là. Tu sais, je suis comme... C'est d'une violence que vous avez faite à cette femme-là, à sa famille. Tu sais, moi, j'aurais tout abandonné pour m'occuper de ma mère puis qu'elle puisse vivre ce moment-là. Puis ma mère, bénévolement, elle accompagnait les gens dans la mort. Elle faisait ça, elle travaillait aux soins palliatifs. Fait que c'était son bénévolat. C'est ça. Ah, excusez, là. Mais c'est non, comme, mais c'est ça pas, en fait. Non, mais c'est intéressant, il faut en parler de ces choses-là, en plus. Dans le temps des monstres, on n'essaye pas de... Je sais pas comment dire, là, genre... Nous, on veut jaser avec toi, je veux pas que tu me fasses une liste de tes pièces, puis genre, à quelle heure tu écris le matin et quel âge a ta fille, haha, moi aussi. Tu sais, comme, c'est pas ça. On essaie d'aller chercher ce qui cloche dans ce qui nous entoure à travers les expériences vécues. Mais je pense que c'est aussi important de laisser les gens s'exprimer sur ce qui les touche et les intéresse en ce moment, tu sais, de toujours se faire envoyer sur des questions. Pas, tu sais, des fois, moi, je sortais des entrevues des fois en disant « Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses intéressantes à dire, mais il n'y a rien de ça qui était comme possible parce que là, on me demandait c'était quoi mon hot dog préféré. » Puis t'es comme... C'est quoi? Je veux savoir! Fromage bacon. Mais tu sais, puis par rapport à la psychiatrie, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... En tout cas, de mon vécu à moi, ce que j'ai trouvé difficile avec la psychiatrie, c'est que c'est comme le cauchemar que peut-être certaines personnes ont déjà fait, où tu parles et on ne te croit plus. Puis là, à partir du moment où tu sens que ta parole ne vaut plus rien, puis juste parce que tous les jours, on vient te voir, puis on te pose des questions pour assess ton niveau de réalité, là. Puis là, on te regarde, puis on te demande comme si t'étais un enfant, est-ce que la télévision te parle? Puis là, tu te dis, Chris, je pourrais ne jamais sortir d'ici, dans le fond. Si quelqu'un décide que je mens ou que je... Puis là, t'es là, puis tu te débats, mais comme dans une espèce de sable mouvant où t'as l'impression que ce que tu dis, c'est toujours « Ah, écoutez... » Parce que là, moi, des fois, gaslighting, genre sans arrêt. Médical, terrible. Là. Fait que là, tu réponds, mettons, « Mais non, Chris, la télé me parle pas, là. Je veux dire... Puis là, écoutez, monsieur, calmez-vous. C'est seulement des questions. Puis là, tu te sens comme, c'est ça, tu t'enfonces, peu importe ce que tu fais. Fait que là, tu finis aussi par adopter un comportement... Je veux juste rappeler que t'es un enfant, en plus de tout ça. T'es pas un adulte, là, t'es un enfant. Ou t'es un jeune, mais peu importe, même si t'as 60 ans. Moi, j'avais début vingtaine. Toi, c'était après le centre jeunesse, ça. Oui.
Parce que j'ai été en psychiatrie externe au centre jeunesse où on m'a médicalisé, le genre on m'a donné les médicaments, j'avais une dosette à 17 ans, c'était super weird. Après ça, en sortant, c'est que tu rencontres aussi des difficultés de réadaptation à la société parce que tu sors de prison, puis t'as perdu ton groupe, dans le sens que les gens ont continué, là toi t'es en arrière, là tu sais plus quoi faire, là tu... Fait que c'était dur, puis là j'ai fini par me retrouver hospitalisé pendant des périodes de genre, je pense la plus longue, 1 mois. Ah ouais, à peu près. Puis c'est ça, c'est que c'est un monde qu'on connaît pas, c'est un monde que la plupart des gens ne vivront pas. Puis quand tu le vis, t'as tendance à cacher ça après, parce que c'est pas super chic, tu sais. Fait que c'est rare que tu t'en vantes puis que t'en parles ouvertement. Mais c'est particulier de voir ces lieux-là. Tu sais, il y a certainement des gens qui ont besoin d'aide psychologiquement et peut-être même psychiatriquement, mais je veux dire... C'est très déshumanisant, là, ces endroits-là. Oui, ça manque de nature, ça manque d'espace, ça manque de contact réel, humain. Le problème, là, puis, tu sais, justement, la résidence d'écriture que j'ai faite dans un hôpital psychiatrique, c'était vraiment intéressant parce que c'est un hôpital en Suisse, à Malévo. Le concept est vraiment, je pense, révolutionnaire. Ça se passe... C'est comme une espèce de petit village psychiatrique, là. Fait que il y a des unités, mais il y a des gens qui ont l'Alzheimer qui circulent librement là, dans cet endroit-là. Tout le monde circule librement. Et c'est leur vision, c'est de dire, si on t'enferme, si on te soigne contre ton gré, tu vas jamais guérir. Tu sais, puis eux autres, là, même s'ils sont en crise paranoïaque puis qu'ils sont dangereux, ils ne les enferment pas. Être enfermé, c'est super traumatisant. Puis c'est parce qu'ils disent que il y a beaucoup moins de rechutes, que les gens qui sont là, il y a un désir. C'est des gens qui restent désirants, c'est des gens qui restent en mouvement même pour eux-mêmes parce qu'ils veulent s'en sortir. À quelque part, ils veulent s'en sortir. T'sais. Ils sont pas là contre leur gré, quoi. Juste dire, à l'hôpital Pierre-Boucher, il y avait, je pense que c'était au 5e étage, l'aile psychiatrique, puis il y avait une terrasse extérieure pour fumer, puis il avait été obligé de toute la grillager parce que les gens se pitchaient en bas. Tu sais, c'est ça, on est comme dans ces logiques-là de... Puis, tu sais, c'est drôle parce que là, on parle, mettons, de l'arrivée du fascisme, mais tu sais, le fascisme, il est toujours là pour... les gens avec des maladies mentales, c'est-à-dire qu'on n'a aucun problème à leur retirer leurs droits, à les enfermer. Les gens se font attacher à des lits là, dans les hôpitaux. J'ai été attaché à un lit. Mais je veux dire, c'est d'une folie pure dans le sens que je pense qu'il faut comme le vivre pour le comprendre. Quand on te fait ça, t'es dépossédé de ton droit le plus fondamental de juste exister. Mais c'est d'une violence. De bouger, d'avoir accès à tes mains. Tu sais, c'est comme, tu peux pas te rendre plus loin que ça dans... perdre la liberté, là, c'est complet. Juste la jaquette, plus de souliers parce que les lacets, tu peux te pendre avec, plus de lunettes. Fait que là, tu vois rien parce que les lunettes, tu pourrais les casser puis te couper. On t'oblige à prendre tes médicaments, tu sais, tous les matins, sinon on va te les faire avaler de force. Tu sais, il y a quand même quelque chose... Puis pourquoi? Pour correspondre à ce que c'est, genre... La normalité sociale. C'est vraiment ça, tu sais. Mais fondamentalement aussi pour envoyer les gens travailler. C'est ça le but. Là. Parce que c'est ça, à partir du moment que tu es capable de travailler, ils vont te laisser sortir. Ils s'en crissent bien que tu sois malheureux chez vous ou que tu... Tu sais, c'est pas tant d'être comme fonctionnel et heureux, c'est plus de juste, tu peux-tu aller travailler? Est-ce qu'un employeur peut dealer avec toi? Dans le fond, t'es un corps en santé. Si ta tête est pas en santé, on va soigner ta tête le plus vite possible pour que tu retournes être un corps qui ramène du capital. C'est quand même... Ta résidence se faisait à cet endroit-là, donc tu écrivais entouré de ces gens-là? Oui, c'était vraiment exceptionnel. Puis j'ai comme eu la chance d'accompagner le psychiatre en chef, mettons, dans une de ses tournées. Mais tu sais, juste ça, le psychiatre qui décide que l'autrice de théâtre a le droit de le suivre dans chacune de ses tournées, dans chacune de ses interventions, que, tu sais, pour lui, il n'y a pas de... Est-ce que tu te sentais comme la spectatrice de quelque chose d'un peu grotesque? Tu sais, pas grotesque, non, mais... pas en tout, non. Il était tellement respectueux. Non, je te dis, c'est vraiment... j'ai vu un homme extrêmement empathique, extrêmement bienveillant, fucking intéressé aussi par ce que la personne ressentait, par ce que la personne racontait. Puis il me présentait, tu sais, j'étais comme, il disait que j'étais une personne en démarche créative, puis que, tu sais, comme... Non, c'était vraiment fait dans le respect. Être en démarche créative, là. Oui, c'est vrai que ça sonne comme un diagnostic. Cette personne est en démarche créative. C'est obsessif. C'est dans sa tête. Non, il était... Non, puis tu sais, comme... Puis c'est ça, il y a pas de... Il n'y a pas de passion, il y avait pas de... Tu sais, ici, mettons, les patients, on les reconnaît, les psychiatres, on les reconnaît, là, tu sais, comme, il y a des costumes, là, tu as ton costume de patient, puis tu as ton costume de psychiatre. Là-bas, il n'y a pas ça, tu sais, tout le monde est pareil, tout le monde mange à la cafétéria ensemble, tu sais, c'est ça, il y a vraiment
un esprit de communauté, puis de tout le monde est égal, en fait. C'est pas parce que t'as des enjeux de santé mentale à l'instant présent que faut que tu portes ton costume de... Mais ça serait une bonne solution à la crise du logement. Genre, on construit un institut là, pour les gens. OK, venez-vous-en, les artistes. On s'en va écrire aux hospitalières, la cité des hospitalières. C'est bon! Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'expérience de Rosenhan? Vas-y donc. C'est parce que j'étais tombé là-dessus l'autre fois, je l'avais gardé dans ça me dit de quoi, mais mon téléphone. En gros, c'était une expérience pour constater la validité des diagnostics psychiatriques. OK. Et en gros, ils ont envoyé des participants de façon random pour se faire évaluer dans différentes institutions psychiatriques. Puis ils ont fait semblant d'avoir des hallucinations pour avoir des soins, mais ensuite ils ont agi complètement normalement. Puis ils ont tous été diagnostiqués avec des désordres psychiatriques, puis ils se sont fait donner des antipsychotiques. Puis c'était justement le psychologue David Rosenhan qui, lui, sa théorie, c'était que dans le fond, on n'avait aucune crise d'idée de comment diagnostiquer des problématiques psychiatriques. Mm-hmm. Fait qu'il a juste envoyé dans plein d'hôpitaux des gens qui avaient aucun problème, qui étaient normaux dans le fond. Ils ont juste dit qu'il y avait des hallucinations une fois, ils se sont fait admettre, puis après ça, il y avait tout des... Fait que ça prouvait un peu que c'est une science très imparfaite et très peu scientifique, en fait, qui est très basée un peu sur les biais qu'on a, sur justement qu'est-ce que c'est un être humain normal, comment ça devrait agir. Puis il y a des gens qui, honnêtement, agissent de façon complètement folle dans nos sociétés. Mais tant qu'ils font de l'argent... Mm-hmm. On va pas les chercher puis les sortir de là puis dire « Monsieur, vous êtes un psychopathe, vous achetez des blocs, vous crissez tout le monde dehors. » Puis non, mais... En hôpital psychiatrique, s'il vous plaît, Jean-Guy. On pourrait faire ça, tu sais, mais on choisit de ne pas aller là parce que ces gens, économiquement, fonctionnent. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans Le aussi. Capitalisme, le diagnostic capitaliste. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, en tout cas dans ces endroits-là, c'était beaucoup de désœuvrement social, point. Tu sais, c'est pas qu'il y avait pas personne, mettons, de la classe bourgeoise, ça peut arriver pour différentes raisons, mais dans l'ensemble, c'était surtout des gens pauvres, des gens désœuvrés, des gens qui n'avaient pas de système de soutien, des gens qui n'avaient pas d'argent. Moi, ce que je trouve terrible, c'est que, tu sais, il y a des gens qui ont fucking besoin d'aide puis qui n'en ont pas d'aide. Puis, tu sais, je veux dire, en crise suicidaire, je suis pas sûre que ça me tenterait d'aller à l'hôpital psychiatrique. J'aimerais mieux aller chez quelqu'un qui me donne une couverte, un sac magique. Mais tu vois, il y a un système de centre de crise, là, je sais pas si vous voyez c'est quoi. C'est quand même intéressant. C'est au Québec? Ouais. Par expérience, j'ai eu des moments de crise dans ma vie, puis j'ai communiqué avec Action Suicide. S'ils voient que t'es vraiment tu sais, comme en détresse, puis que ça va pas, ben en fait, ils te proposent de venir en centre de crise, qui est une maison, en fait, où est-ce que t'es pas en psychiatrie, t'es pas... comme un foyer de groupe, un peu. Genre, où est-ce que tu vas te reposer pendant un temps. Et on va te sortir de ce qui est dur. On va donner une mission par jour, genre, aujourd'hui, ta mission, c'est de vider le lave-vaisselle. Puis, juste, si t'arrives à vider le lave-vaisselle aujourd'hui, ben, Chris, t'auras au moins vidé le lave-vaisselle. Mais je veux dire je veux nommer qu'il y a ça qui existe, tu sais, parce que c'est sûr que si t'es en détresse, puis que aller chez une amie, ça sera pas possible parce que tu vas trop pas bien, mettons. Peut-être que les amis sont tannés, des fois. Les amis aussi, ils travaillent, ils ont pas le temps, ils ont leur propre problème. Ça, c'est une autre affaire, hein, ils ont pas le temps que tu sois en deuil. Ils ont peut-être pas les capacités de recevoir. Mais je vais juste le nommer qu'il y a ça, puis que, tu sais, c'est pas de la merde d'appeler Action Suicide. C'est important de dire, c'est pas les hôpitaux psychiatriques, c'est pas le seul chemin pour se faire aider. Non, parce que c'est vrai que d'être médicalisé quand ça va pas, c'est pas souvent quelque chose qui aide, en tout cas sur le court terme, là, tu sais, l'envie que t'as quand t'es sur le bord de te pitcher en bas d'un toit, c'est pas d'aller te faire déshumaniser, tu sais, de te faire ramener à c'est quoi la maladie que t'as, c'est quoi les médicaments qui vont t'aider. Puis je t'enlève tout ce que t'as pour te faire du mal parce que je te fais pas confiance, puis tu sais, comme tout ça, là. Tout ça. Juste pour conclure la partie où tu parlais d'être allé pour des troubles anorexiques, est-ce que ça s'est réglé, ça? Tu sais, l'anorexie, c'est comme une maladie de prise de contrôle sur une situation parce que t'as plus le contrôle ou de... C'est pas une affaire de je veux être mince, je veux juste le préciser parce que c'est vraiment pas ça, tu sais. Ben, les troubles alimentaires, c'est vraiment une façon de reprendre le contrôle sur quelque chose. C'est beaucoup des gens qui sont très perfectionnistes, qui veulent être parfaits, tu sais, c'est une maladie aussi de filles compétitrices ou de garçons, là. Il y a des garçons de compétitrices qui veulent être la meilleure. C'est intéressant parce que je suis allée dans 2 endroits différents. Je suis allée à Sainte-Justine, ici à Montréal, puis on était en groupe. Puis c'était vraiment le concours de celle qui allait le plus mal. Parce que plus tu vas mal, plus tu gagnes. Parce que la patente en dedans de toi qui est malade, ben elle veut que tu sois le plus malade possible pour que cette affaire-là gagne. Comment ils faisaient pour démêler les nœuds, les intervenants, puis les... À Sainte-Justine, moi je suis sortie de là
Mais tu sais, ça fait 25 ans, même plus que ça. Le fait que je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais moi, je suis sortie de là plus malade. Puis après ça, j'ai été hospitalisée 6 mois en psychiatrie à Rimouski. Mais là, ma façon de, moi, me réparer aussi de ça, puis j'en reviens à l'écriture, là, parce que c'est quand même comme ça que moi, je répare les choses de ma propre existence. T'sais. Là, je suis en train d'écrire une série pour ados qui se passe dans un centre de soins pour filles anorexiques. Ben, filles qui ont des troubles alimentaires, en fait. Puis j'ai tellement de fun à faire ça, tu sais. C'est pas du tout lourd. C'est des filles vraiment vivantes qui ne sont pas leur maladie, tu sais. C'est pas genre Charlotte, l'anorexique, tu sais. C'est Charlotte qui fucking a des opinions politiques, rêve de devenir journaliste, tu sais. C'est ça qui est important, c'est de faire. Mais il y a de la vie aussi dans tout ça, tu sais. C'est pas... tu n'es pas ta maladie. Le diagnostic. Non. Mais tu sais, être artiste, c'est pas un peu être fou? De toute façon. C'est comme d'exister à l'extérieur de quelque chose qui est proposé, tu parlais tantôt de... obsédé par un fait divers. Mm-hmm. Ouais, les mots comme obsession, c'est ça aussi, des fois, l'écriture, là, c'est comme un genre de processus qui même nous dépasse un peu, je pense, des fois. T'sais, moi, j'ai ça, là, des fois, me faire demander comme, comment t'écris. Je sais même pas, Chris. Je veux dire, je sais pas, des fois, ça me pogne. Puis il y a comme je perds un peu le temps, là, tu sais, je suis assis, des fois, je pense que ça fait 10 minutes, je suis là, je fais 2h30 finalement, puis là, j'ai mal à la fesse parce que j'étais comme assis, puis je m'en rendais pas compte, puis là, je me relève la tête, puis il fait noir, puis j'ai pas dîné, puis là, je suis comme... C'est une transe. C'était une transe un peu, ouais. Il y a quelque chose là-dedans de, tu sais, d'un petit peu proche de la folie, mais comme d'une folie qu'on a pas rendue acceptable, mais il y a comme un statut, des fois, de l'artiste qui est quand même, c'est intéressant, c'est beau, tu fais quelque chose avec. Mais c'est pour ça qu'on est sous-financé et Franc? Sous-reçu. Sous-franc. Oh! Il est-tu bon? Je t'ai fait des cœurs, regarde. On est en direct du Terminal Comedy Club. Oui, cette joke-là, ça aurait marché. Non, mais on nous tait en nous sous-finançant. Ouais. Il y a une manière de taire la parole. Tu sais, les artistes sont la plupart de gauche et veulent le bien commun et le filet social et toutes ces choses qui font... Puis pourquoi tu penses? Pourquoi ils veulent ça? Parce que créer, gens... c'est empathique. Parce que créer, c'est être unifié. Parce que créer, c'est tisser le lien commun. Genre, Les Entailles, quand je l'ai écrit pour tout le monde. Je l'ai pas écrit juste pour moi, je l'ai écrit pour que tout le monde puisse ressentir c'est quoi accompagner un parent dans la mort. Je trouve ça vraiment beau ce que tu dis, parce qu'il y a comme c'est dangereux... là, je vais dire des grosses affaires, là, mais des gens capables d'être empathiques, dans le sens où c'est dangereux, dans le sens que c'est moins manipulable. Je sais pas trop comment l'expliquer. Si c'est quelqu'un d'empathique, tu vas essayer de comprendre c'est qui l'autre. On va pas pouvoir te faire peur avec l'autre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tout à fait. Puis moi, je pense qu'aller même au théâtre, moi je dis tout le temps que c'est comme faire un marathon d'empathie. Là, c'est comme c'est de s'exercer à essayer de comprendre l'autre. Puis par ça, ben il y a danger là, pour ceux qui veulent nous manipuler. Ça, dans quoi on vit, c'est pas un hasard, c'est pas non plus genre la réalité naturelle ou biologique. Là, on a créé tout un système, toute une façon de fonctionner. On est né dedans. Puis quand t'es artiste, t'es censé être capable d'imaginer ce qui n'est pas. Puis donc, à l'extérieur de ce statu quo-là. Puis ça, c'est dangereux parce que c'est beaucoup plus facile de tenir du monde d'une ligne qui sont pas capables de s'imaginer ce qui n'est pas puis juste de voir ce qui est, puis mettons. Tu questionnes aussi, tu remets en question l'ordre établi aussi quand tu... Puis remettre en question les choses, c'est pas nécessairement une bonne chose. C'est pas souhaitable pour ceux qui veulent le statu quo. Puis je pense que c'est ça aussi, moi, des fois, qui me fâche avec... Je sais pas comment nommer ça, mais genre les usurpateurs de la création. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que, tu sais, il y a définitivement des gens qui font quelque chose qui serait sous le parapluie de la création, en tout cas qui se prétend l'être, mettons, mais qui en fait exactement le contraire, c'est-à-dire répéter le statu quo, déconnecter les gens de leur humanité puis de leur sensibilité. Les mêmes séries sur la police, mettons. Les mêmes jeux télévisés. Les mêmes humoristes qui font des blagues sur toujours les mêmes personnes. À un moment donné, c'est que, oui, c'est dans le spectre quelconque de la création, mais il y a aussi quelque chose, on dirait, qui te manque la... Est-ce que c'est de la culture, en fait? Mais ce qui est dangereux, c'est que la personne va consommer ça en se disant, ben j'ai fait ma job là, de bons citoyens qui consomment la culture, mais c'est comme...
mon père, mettons, quand j'étais jeune, je le voyais toujours lire le journal, puis je me disais, mon père, c'est un lecteur de journal, puis là, je le trouvais, puis là, quand j'ai compris qu'il lisait le Journal de Québec, ça a comme tout remis en question, genre mon regard sur... Au moins, il lisait. Oui. Mais ça, son intention était bonne, mais justement, c'est ça un peu usurper ces affaires-là. Ouais, je comprends ce que tu veux faut dire. pas se poser de questions sur pourquoi, disons, on va beaucoup plus... Puis même si la télé va très mal, elle a été beaucoup plus financée que, mettons, les arts vivants. Le théâtre, la danse, Depuis les 50 grands ans. abandonnés. Pourquoi ils veulent pas financer ça? Mais c'est parce que je pense que c'est un peu dangereux. Si le monde commence à aller là puis qu'ils questionnent à chaque semaine parce que ce qu'ils vont voir est un peu comme... Ben, je veux dire, puis encore une fois, il y a de toutes choses là, sur les planches, mais je pense que tu vas avoir des choses qui remettent en question des 100%, affaires, 100%. qui te font, des fois qui te fâchent, qui te rendent triste, puis tout ça. Ça, c'est que ça, je pense que ça augmente une personne, ça fait qu'elle découvre des nouveaux côtés d'elle, des nouvelles façons de penser, puis à un moment donné, ça peut mener à plein de nouvelles idées. C'est pour ça que tout le monde est en crise que Zoran Mandani a été élu hier à New York, parce que ça fait trembler les gens qui veulent pas amener le socialisme dans nos sociétés contemporaines, tu sais, ramener le socialisme. Puis pourtant, c'est drôle parce que tu vois, au Québec en particulier, tout ce que les gens voyaient de bon dans notre société a été amené un peu par le socialisme des années 70. Tu sais, Hydro-Québec, notre système de santé, l'assurance maladie, tu sais, notre système d'éducation, tout ce qui faisait de nous une société distincte avant même d'être indépendant, tu sais, sans réussir l'indépendance, qu'on a fini par détruire avec le néolibéralisme puis le conservatisme qui est venu par après. Tout ça nous venait du socialisme. De quoi on a peur? Tu sais, je comprends pas. C'est quoi le grand danger? Ah, mais peut-être qu'on pourrait finalement avoir des soins oculaires. Mon Dieu, quelle horreur. Mais ça serait terrible. Tout le monde avec des lunettes. Quelle société dégueulasse! Et des belles dents. Toutes des nerds. Mais tu vois, je suis en train d'adapter Quichotte pour le théâtre. On le met... en contexte c'est le coup d'État en Espagne, le coup d'État de Franco, OK? Puis, c'est full intéressant de lire là-dessus parce que, premièrement, il y a vraiment plein d'échos avec ce qui se passe en ce moment, là. Puis, tu sais, je sais pas si vous connaissez un peu le contexte du coup d'État, mais l'Espagne était vraiment en train de rayonner. Tu sais, les femmes avaient le droit de vote depuis pas longtemps. Il y avait des artistes femmes qui commençaient à émerger. L'homosexualité était plus réprimée. Il y avait plein de théâtres, il y avait des bibliothèques publiques. Tu sais, c'est comme la culture commençait à prendre vraiment beaucoup d'espace sur la place publique. Puis Franco, avec son coup d'État, ben, il a renversé tout ça, mais les premières personnes qu'il a tuées, c'était des poètes. Lorca, il s'est fait tirer, tu sais, ils ont tué les poètes à ce moment-là, les écrivains. Le number one enemy pour eux, c'était les créateurs. C'est ça. Les créatrices. Je trouve ça fou de voir ça, parce que je suis comme, man, c'est la même affaire qui est en train de se passer en ce moment. Puis la question de la pièce que je suis en train de faire, c'est... Parce que Quichotte, il pense que la fiction va sauver le monde, mais là, dans ce que je suis en train de faire, il y a du ciné qui n'existe pas dans l'œuvre originale. Puis elle est comme, mais non, il faut sortir prendre les armes. faut aller se battre. Mais comment on se bat? Comment on se bat contre ça, tu sais? Puis, en tout cas, fait que c'est ça la question de la pièce, mais tout ça pour vous dire que quand j'observe un peu les parallèles entre le coup d'État en Espagne puis ce qui se passe en ce moment, je suis comme, OK... Dans 2 secondes, ils vont nous tirer. Comme... J'exagère. Mais ils vont pas nécessairement nous tirer, mais métaphoriquement, les artistes sont des pauvres. Les premières personnes dans les génocides sont toujours les pauvres. Mm-hmm. C'est relié, tu sais, artiste égale pauvre, à moins que tu sois... genre glorifié là, par l'élite. C'est une micro-minorité qui a de l'argent, puis c'est qu'ils sont beaucoup mis de l'avant, mais dans les faits, c'est très peu de gens. Là. Puis, fait qu'il faut en revenir à la guerre des classes, je pense. Oui, t'as raison. Les artistes, nous devons nous tenir avec les pauvres. Quand ils commencent à laisser des gens itinérants dans la rue ou des gens mourir ou des femmes accoucher dans des abribus, ça nous concerne directement. Le rôle d'un artiste, c'est de confronter ça. Puis je comprends la fatigue militante, je comprends, mais il y a plein de manières de faire entendre sa voix qui est pas genre « fuck le gouvernement » sur Instagram. Là. Il y a plein de manières de s'interposer entre nous et les plus précaires. Mais puis même, entre eux c'est nous. C'est nous. Mais tu comprends? Il y a quelque chose avec le théâtre qui est particulier, je trouve. C'est la perception du grand public par rapport au théâtre que c'est bourgeois et déconnecté.
Non, mais puis je Ben, pense il y a que... des théâtres bourgeois. Non, mais il y en a absolument. certainement. Puis encore une Je fois, sais. les plus gros, ceux dont on entend le plus parler. Puis je pense que pour le grand public, ce qui va recevoir le plus, par exemple, du théâtre, c'est quand on refait Roméo et Juliette. Puis, tu sais, c'est pas que c'est pas correct, ces choses-là, mais ça donne cette impression-là que c'est ça. Mais tu sais, ce qui est drôle, en fait, parce que moi, je l'ai vécu aussi comme public. Moi, je suis pas dans le théâtre, là. Fait que donc, moi aussi, je recevais ça un peu comme c'est pas pour moi, c'est déconnecté. C'est comme si le théâtre avait subi un peu comme le ressac de sa popularité ancienne, je sais pas comment dire, comme s'il y avait eu un âge d'or là, du théâtre, puis qu'après ça, on avait reconnu ça comme étant genre c'est fini, c'est pas pour nous, c'est du monde qui se recrosse dans leurs affaires. Mais quand tu retournes dans les petites salles, puis que tu vas voir les créateurs, c'est ça qu'on réalise. C'est du monde d'un qui ont pas une crise de scène comme nous, qui font des trucs expérimentaux, audacieux, original. Comment on fait pour reconnecter les gens avec l'art vivant? J'ai fait pendant, 10 ans des petits shows puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai adapté La Nuit des Rois pour le TNM. Puis à un moment donné, ben, ils m'ont demandé d'écrire Jeannette. Puis... Ça, c'est des belles expériences. Oui, mais c'est parce que moi, je me dis, Chris, si j'ai cette chance-là incroyable, mais je peux pas rien faire avec ça. Faut que je dise de quoi, tu sais. Faut que ça ait un impact, tu sais. Puis faut que, justement, moi, ce que je me dis dans ces moments-là, c'est que premièrement, j'avais mes raisons pour accepter, mettons, de faire Jeannette. J'avais envie que ma fille entende cette histoire-là d'une femme qu'elle connaissait pas. J'avais envie de parler de l'histoire du Québec. J'avais envie de parler de transmission aussi. Comment ça, on n'écoute pas nos héroïnes de 100 ans, on sait pas c'est qui, tu sais, dans le sens où toi, tu sais c'est qui, mais les jeunes savaient pas c'est qui. Bon. Puis, ça me pousse à faire, je vais le faire, le projet. Est-ce que tu as une liberté? Ça dépend. Moi, oui, quand même. Jean-Simon, qui était le metteur en scène puis qui était le directeur du théâtre, avait une grande confiance en moi, fait que oui. Mais tu sais, c'est beaucoup des shows que tu fais aussi en équipe, puis en discutant, puis en te remettant tout le temps en question, puis en acceptant la critique. Puis là, tu retournes, puis tu travailles. Mais ce que je veux dire en disant toute cette affaire-là, c'est que quand quelqu'un se fait chier au théâtre, quand tu vas au théâtre pour la première fois puis que tu te fais chier, là, tu y retourneras pas au théâtre. Vrai. C'est ça qui va tuer le théâtre. Un show plate, là, un show de merde là, qui tue comme... qu'il y a la moitié du monde qui se fait chier, ben ils vont pas y retourner. Fait qu'il y a danger pour le futur du théâtre. La rétention du spectateur, de la spectatrice, moi, c'est important. Moi, j'y pense parce que puis surtout quand tu fais du théâtre jeune public, si les jeunes se font chier dans la salle, ils vont pas vouloir y aller au théâtre. Fait qu'il y a comme un rapport de... Moi, je me suis dit, ben, il va y avoir 900 personnes dans la salle qui vont, j'espère, avoir un bon moment, mais qui vont après ça avoir envie d'aller voir un show au CTDA, au Katsu, après ça à la Licorne, puis qui vont avoir envie de s'intéresser au fait que, ben premièrement, de dire le théâtre, c'est comme de dire les femmes sont comme ça, le théâtre c'est ça, c'est complètement niaiseux, là, tu sais, comme il faut juste s'ouvrir un peu l'esprit puis faire, ben c'est quoi mon genre de théâtre, tu sais, fait que c'est ça, c'est toutes des questions un peu complexes, puis on pourrait en parler longtemps, mais tu sais, c'est sûr que ça demande une curiosité aux spectateurs de faire qu'est-ce que tu veux aller voir, toi, comme genre de show, tu sais. En tout cas, oui. Mais il faut accepter d'être déçu. Oui. Tu sais, moi, je suis allée voir Royal, j'ai été déçue, je me suis emmerdée, c'est pas mon genre. Quand je vais voir des petits shows, des trucs plus au sein de la chapelle, genre, je tripe bien raide. Ah ouais. C'est pas, les meilleures pièces sont pas dans les gros théâtres non plus. Mais il peut y en avoir des très bonnes aussi. Ouais. Mais il faut accepter d'être déçu de ce qu'on découvre, sinon... Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que tout le monde a été déçu par une série télé ou tu sais, dans le sens qui n'a jamais écouté une série puis fait c'était fucking plate. La différence, c'est que la télé est dans ton salon. Exactement. Fait qu'elle est devant toi, tu peux toujours y retourner même si t'es déçu, c'est facile, c'est là. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est pas pour rien qu'ils nous ont rentré ça dans les maisons, là. C'était comme, ils peuvent nous vendre du yogourt direct chez nous, même pas besoin de bouger. Tandis que, tu sais, l'art vivant, ça demande un petit déplacement. Je veux dire, des fois, t'es chanceux, t'as un théâtre dans ton quartier, tu sais, tant mieux. Mais ça demande quand même un certain investissement de soi. Puis t'es enfermé aussi, tu sais, le monde qui sort, ils sont pas légion, là, dans le sens que t'es là 1h30, 2 heures. T'as pas, tu sais, c'est niaiseux, mais on t'enlève le droit d'utiliser ton téléphone, d'aller faire pipi comme tu veux, de parler. Fait qu'il y a comme, il y a une exigence aussi du corps dans l'espace moment présent, mettons, qu'on n'est plus habitué, mais c'est tellement, moi, je trouve, important, mettons, de préserver cet espace-là où est-ce que c'est des êtres humains qui vivent de quoi sur scène, puis c'est des êtres humains qui vivent de quoi dans la salle ensemble. Puis il n'y en a plus beaucoup d'espace de même, tu sais. Mais
Je te fais ça parce que j'étais allée voir un de mes premiers shows d'humour dernièrement. J'ai vraiment aimé ça. J'avais comme un gros préjugé, moi aussi, sur l'humour. Là. C'est comme le préjugé sur le théâtre. Moi, c'était le préjugé sur l'humour. Puis j'étais là, asti que c'est rire avec du monde, genre... Ça, genre, comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. C'est comme, il y a quelque chose de ensemble qui est vraiment puissant. Je sais pas, de rire avec du monde, de vivre l'expérience avec d'autres, là. C'est ça, mais ça manquait vraiment à ma culture. Là. Ben, tu sais, en plus, c'est drôle, moi, je me rappelle d'être à l'école de l'humour, puis ça a toujours existé, cette espèce de chicane entre le théâtre et l'humour. Comme cette espèce de genre, eux autres, ils se prennent vraiment au sérieux, puis de l'autre bord, le théâtre trouve que l'humour, justement, c'est n'importe quoi. Quand j'étais à l'école de théâtre, on avait fait un truc... La désarme? Je me rappelle pas c'était quoi le nom, mais c'était à l'école de cirque. Ouais. Je sais pas si ça dit de quoi. Ouais. Puis là, c'était les gens de théâtre avec les gens de l'humour, puis avec les gens de l'école de cirque. Puis là, il fallait faire on avait 24 heures pour faire un numéro. Moi, j'étais pas là-dedans, certainement, mais tu sais, parce que on s'est peut-être manqué d'un an ou deux, là, tu sais, c'est possible. Mais c'était la guerre! Puis là, j'entendais, il y avait une fille de l'école de l'humour qui me détestait. Ah, la crise! J'ai aucune idée, je me rappelle même pas de sa face. On va fouiller! Mais elle me... Tu sais, comme, elle était comme, elle veut écrire des personnages! Mais... Je sais pas en tout c'était qui, mais j'étais comme... Là, je l'ai ressenti dans mon corps, mettons, cette guerre-là. Puis je pense que, tu sais, c'est super classique aussi, là, tu sais, des humains, là, de comme toujours être en guerre contre ce qui est pas nous. Ouais, mais l'humour se refuse une part de profondeur aussi. C'est tellement gossant. Mais c'est parce que l'humour, mettons, comme art, puis l'humour comme ce qui existe au Québec, mettons, comme milieu, c'est deux choses très différentes, tu sais. Je pense que l'humour, ça permet beaucoup de choses, puis ça peut être super intéressant. Par contre, on a créé un milieu super commercial au Québec où il y a des gens qui font quelque chose qui sort un peu du cadre, mais ils ont de la difficulté à trouver un public. Fait que donc, ils se retrouvent des fois devant une brèche, c'est-à-dire soit que tu acceptes de te normaliser un petit peu si tu veux faire des plus grosses scènes, si tu veux faire de l'argent. Ce que je trouve avec le théâtre qui est intéressant, puis que l'humour aussi pourrait apprendre de, c'est qu'on rit beaucoup plus après qu'on ait été un peu dans le tragique. 100%! Puis je trouve que l'humour se le permet jamais. C'est-à-dire, il y a eu une phase, début des années 2000, où tous les humoristes avaient comme un numéro triste. Ouais. Où genre, ils parlaient de leur mère, ils faisaient semblant de broyer, mais comme un peu pas assumé, puis très codifié dans le numéro, mettons. Ouais. Mais moi, c'est ce que je remarque au théâtre, c'est que si tu m'amènes à un endroit où tu touches à ma sensibilité, où tu vas me faire comme, je sais pas, réfléchir à mon humanité, ou penser à quelque chose comme la mort, ou n'importe quoi, puis que c'est sincère et c'est touchant, après, quand tu me libères de ça avec le rire, je le reçois comme tellement plus fort. C'est tellement, man. Je trouve que dans ça, là, dans ce que tu viens de dire, il y a toute l'humanité, genre, dans le sens où, tu sais, comme pour moi, dans toutes mes pièces, il y a la coexistence du rire puis du drame, puis c'est vraiment important. Puis il y a des acteurs qui comprennent pas, là, ils veulent que ça soit juste dramatique. Je suis comme, non, il faut les deux. Mais pour ça n'a pas de sens, dans un sens, de vouloir séparer ça. C'est comme très étrange, tu sais. Moi, tu touches à quelque chose de vraiment précieux. Pour moi, je me bats. Je suis intraitable tout le temps parce que pour eux, si soudainement il y a quelque chose qui jaillit, qui est drôle, mais c'est comme si on n'assumait pas le drame. Je suis comme, non, c'est le contraire. Pour moi, le rire va venir éclairer le drame. Je sais pas si tu me suis, il y a quelque chose de... Mais comme dans la vie. Ben, c'est comme ça que je rit souvent des funérailles. Non, mais on vient au début, là, rire puis pleurer, c'est la même affaire, puis c'est pas important. C'est beau. Mais ça intéresse. En tout cas, c'est niaiseux parce que là, l'affaire du rire puis de pleurer, je trouve ça... Je trouve qu'il y a vraiment... Mais tu sais, pour 3 personnes qui ont fait de l'hôpital psychiatrique ici, là... Je pense que tous nos épisodes devraient commencer avec cette phrase-là, maintenant. Mais c'est quand est-ce qu'on avait... Il y a une autre situation récente où on a réalisé que les 3 personnes autour de la pièce... Autour de la pièce, ils étaient pas dans la pièce, ils tournaient autour, c'était vraiment weird. Mais on n'a plus accès à beaucoup de logements, fait qu'on est autour de la pièce beaucoup plus que dedans. Mais moi, je veux vous raconter une histoire de fantôme avant qu'on ferme le... OK, on te laisse raconter ton histoire de fantôme. Okay. J'adore parce que je voulais en parler avec toi, parce que hier, il m'est arrivé de quoi, puis mon chum a complètement été la personne dans le film d'horreur qui dit non, c'est un problème électrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, je dormais dans la chambre-là, et je dormais profondément, et la lumière... comme ça, au plafond, s'est allumé. De même, genre à comme minuit. Puis là, j'ai crié « Phil! Phil! La lumière vient de s'allumer! Phil, il y a un fantôme! » Puis Phil, il est arrivé dans la pièce. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? » Parce que je comprenais rien. Moi, j'étais assis, j'écoutais une série télé, moi... Mais ça s'allume pas comme ça, une lumière, là. Puis là, il s'est mis à essayer, le gars qui écoute le plus de films d'horreur que j'ai jamais rencontré de ma vie,
a fait le trope du chum qui minimise ce qui vient de se passer. Mais non, mais qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Tu voulais que je te dise, tu as raison, il y a un fantôme ici, je vais chercher le sel. Oui! Il a complètement nié mon expérience. Il a dit, c'est un problème électrique. Il a fermé la lumière et m'a laissé tout seul avec ça. Non, c'est pas vrai. Je t'ai collé un petit peu. Tu m'as collé un petit peu. Je t'ai collé un petit peu. Je sentais que ça méritait une petite collette. Calice, la lumière s'est allumée tout Mettons, seul. 24 heures plus tard, tu te sens comment? Super bien. T'as entendu... Y a-tu... Non, mais c'est juste... Il y a quelque chose de vraiment épique qui est arrivé. Puis comme t'as été super rationnel... Ben, par rapport à ça. Ouais, ben... Une lumière qui s'allume au plafond, c'est un fantôme. Il n'y a pas d'autre explication. Parce que... moi, je suis plus de l'équipe de Marie-Hélène, là, mais... Encore une fois, comme pour 3 personnes qui ont été à l'hôpital psychiatrique, je trouve Non, qu'on... c'était ça mon point. Excusez-moi. C'était ça mon point. Mon point, c'est... L'expérience vécue de ces affaires-là diffère, même si on a toutes fait l'expérience d'avoir été nié notre expérience. Ouais. C'est là que je voulais en venir. Mais je comprends. Tu sais, c'est quand même drôle parce que si on commence à creuser, tout le monde a aussi, genre, vécu des peines qui sont relatable, tout ça. On se réunit pas assez pour se parler de ces affaires-là. Je sais pas. Mais là, on l'a fait. Est-ce que c'est ça, oversharing? Non. Chérie, je viens de réaliser, tu t'es fait ghostlighter. C'est vrai. Mais c'est drôle parce que ça m'a fait penser au film Gaslight, cette anecdote. Ouais, ben oui. Tu m'as gaslighté par le ghostlighter. Ah, wow. Le ghostlighter. C'est une couche de complexité. Ghostlighter. Incroyable. Ben... Est-ce que tu trouves que c'était genre l'entrevue la plus weird? Non, pas en tout. On a posé... C'était la plus profonde. pour vrai, je veux être votre amie, genre. Mais t'es déjà mon amie. Ouais. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Tu veux dire bye, Rebecca? Bye! J'ai chanté. Sponsorisé par Personne!